suis très heureux d'accueillir avec tout le soutien de Make Sense, de Madines, d'Hello Tomorrow, de So Good et de School Lab pour ce 7e Mo Talks, la directrice générale du Centre d'études en biomimétisme CIBIOS. Bonjour, Kalina Raskin. Bonjour à tous et merci, je suis ravie d'être là avec vous. Moi, je vous dis bonjour depuis Enghien-les-Bains, en banlieue nord de Paris. Voilà. Eh bien, et moi, je suis dans le sud-ouest, donc on est super national, parce que j'ai vu il y avait des gens à Montrouge, des gens à Caen, des gens un peu partout, donc c'est super. Pour introduire peut-être la discussion, dans le deuxième Mo Talks, nous avions invité le biologiste Gilles Boeuf, tu connais, je crois. Gilles, que je connais très bien, oui. Qui nous a expliqué comment le vivant réagissait collectivement en situation de stress intense. On a entendu des logiques d'entraide ou de préservation de ressources de la part des animaux et du vivant de manière générale. Et au lieu de poser la question directement de qu'est-ce que le biomimétisme, je me disais, est-ce que s'inspirer de ces comportements entre dans la définition qu'on peut se faire du biomimétisme? Alors oui, tout à fait. Je pense que le biomimétisme, on évoquera quelques exemples tout à l'heure avec des différents niveaux on va dire de granularité. On passera en vue effectivement des exemples techniques ou des exemples plutôt organisationnels. Mais cette crise qui nous bouleverse aujourd'hui nous démontre à quel point ce qui manque à l'humanité aujourd'hui, ou en tout cas ce que l'humanité a perdu, c'est la compréhension des systèmes naturels et des interactions qu'il y avait entre les espèces. Et ces comportements collectifs qu'on peut observer, soit interespèces, soit collectifs au sein d'un même groupe, ces comportements d'entraide qu'on peut voir. Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'entraide en tant que telle volontaire entre des végétaux, mais on observe effectivement à un moment donné des mécanismes en fait de collaboration. Voilà. Peut-être que, je ne sais pas si le mot collaboration n'est pas peut-être plus juste presque dans le vivant que l'entraide, parce que l'intentionnalité, elle n'est pas forcément facilement mesurable dans le vivant, hein, même si on a pu observer quelques comportements d'aide volontaire où on sent qu'il y a une réelle intentionnalité dans le fait de porter secours ou de s'associer pour pouvoir répondre à un défi. C'est plutôt ces stratégies de collaboration qu'on observe dans le vivant et qui ont été le moteur finalement de l'évolution depuis 4 milliards d'années. Les principales sources d'innovation et de progrès réalisés dans le monde biologique ont été faits grâce à des stratégies de collaboration. Il y a une phrase de Jean-Marie Pelt que je trouve extrêmement juste, c'est que la collaboration crée et la compétition trie. Et donc, le vivant, c'est beaucoup basé au cours de l'évolution sur ces stratégies-là. Si les végétaux existent, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu une symbiose qui s'est faite entre deux organismes, deux cellules pour intégrer des chloroplastes qui ont permis la photosynthèse et donc l'évolution des végétaux. Hein, je fais ça grossièrement. Et puis nous n'existerions pas les animaux si à un moment donné, il n'y avait pas eu des mitochondries, les ancêtres des mitochondries qui avaient intégré nos cellules pour pouvoir développer des organismes multicellulaires et avec le métabolisme qu'on a aujourd'hui. Donc ce mécanisme de collaboration, c'est le fondement même de tout le vivant. Et ensuite, évidemment qu'il y a des stratégies de compétition dans le vivant à un moment donné, mais sur la base et la trame générale d'abord d'une collaboration. Et en temps de crise, on peut observer effectivement que ce sont les comportements collaboratifs qui, entre guillemets, sont récompensés par la survie dans une grande partie des cas. Et on s'inspire aujourd'hui, quand on parle de biomimétisme, on a souvent les idées du velcro, enfin des exemples qu'on pourra reprendre, ou du TGV japonais, le Shinkansen. Mais par exemple, on a aussi les abeilles qui cessent d'exploiter les ressources dès lors qu'elles n'apparaissent plus suffisantes. Et même si elles ne sont pas épuisées, c'est des vrais comportements. Et on peut s'inspirer d'elles, non pas, on va dire presque philosophiquement, non pas au niveau technologique, mais au niveau social, sociétal, philosophique. On pourrait aller chercher dans le vivant cette inspiration-là aussi. Alors, on peut tout à fait s'inspirer aussi de ces comportements sociaux avec toute la difficulté, effectivement, de la compréhension fine de ces mécanismes-là et de la compréhension réelle des raisons, en fait. Quels sont les paramètres qui génèrent précisément ces comportements-là? Quels sont les indicateurs précis qui permettent d'évaluer
pourquoi à un moment donné, telle espèce ou tel collectif d'espèces va adopter un comportement. Mais heureusement, voilà, heureusement que depuis quelques décennies, on a ces sciences des comportements collectifs et des sciences comportementales, hein, de l'éthologie, hein, cette discipline qui permet d'étudier les comportements animaux, qui révèlent des comportements qu'on croyait propres à l'homme et qui ne le sont pas forcément, avec certaines stratégies d'optimisation et d'adaptation dont on pourrait s'inspirer. Et la stratégie que tu évoquais tout à l'heure sur les abeilles est effectivement une stratégie extrêmement intéressante. Après, c'est difficile de faire la part des choses entre est-ce qu'à un moment donné, parce qu'il y a une diminution de la nourriture, il y a un mécanisme adaptatif qui fait que potentiellement, physiologiquement, l'abeille a aussi reçoit ce signal physiologique presque d'une ressource de nourriture moins abondante, et donc il y a un mécanisme de régulation qui fait qu'elle va aller moins la chercher, ou est-ce que c'est réellement, une fois de plus, intentionnel? C'est toute la difficulté de ce travail comportemental qui sont menés sur un certain nombre d'espèces. C'est l'intentionnalité qu'il peut y avoir derrière ces comportements-là. Après, il y a beaucoup de comportements observés qui sont des comportements, j'ai envie de dire, presque de bon sens. À un moment donné, il y a une autorégulation qui va se mettre en place et qui va faire que l'espèce ou le groupement d'espèces, par autorégulation, va limiter sa propre consommation parce qu'à un moment donné, ça ne sera plus pérenne en termes de survie. Et donc là, on voit bien que c'est très proche, très très proche des problématiques que nous avons aujourd'hui. Il y a certaines espèces, elles se questionnent, mais ce n'est pas le premier réflexe. Voilà, et il y a des graphiques pour faire un pendant entre du coup l'écologie, on va dire, et la biologie, la compréhension des phénomènes biologiques et les êtres humains. Il y a des courbes assez connues sur les populations, par exemple, de lapins, et on voit bien que tant que la ressource est très largement disponible, les lapins vont se reproduire, et puis au bout d'un moment, la ressource n'est plus disponible pour l'ensemble de la population, et après, il y a plein de scénarios de retour à l'équilibre. Il y a, en fonction de la dynamique de reproduction, de la consommation et du niveau de ressources, et donc il y a toujours, à un moment donné, des scénarios de décroissance plus ou moins brutale à l'issue de la surconsommation de ces ressources-là. Donc, l'observation de la dynamique des systèmes biologiques, évidemment, comme tout système, est peut-être extrêmement intéressante pour avoir cette introspection sur la société humaine et sur nos propres consommations de ressources aujourd'hui. Est-ce que c'est une science? On sait que tu l'as dit, 4 milliards d'années. Et je crois, si mon chiffre est bon, 4 millions d'années, parce que l'homme, c'est à peu près c'est le moment où l'homme est apparu, si je ne me trompe pas. 200 000 ans, l'homme, à peu près. Pas du tout, ok. Donc, on enlèvera cette partie-là du podcast. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé à 4 millions. Mais ce que je veux dire, c'est que… Ça dépend comment on compte, à partir d'où on compte sur les ancêtres, oui. Oui, merci de me rattraper. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que donc, ces comportements-là, préhistoriques, on les ressent depuis très très longtemps, mais c'est une science qui est assez nouvelle finalement, le biomimétisme en soi. Le biométisme, finalement, on n'en a pas parlé, on n'a pas dit ce que c'était. Donc, le biométisme consiste à s'inspirer des systèmes vivants pour repenser à la fois nos modes de production, nos modes de consommation et nos modèles de société au sens plus large du terme. Et donc, effectivement, s'inspirer du vivant pour l'homme, c'est pas nouveau, c'est loin d'être nouveau. Depuis l'aube de l'humanité, pour assurer sa survie, notamment l'accès à la nourriture, l'être humain s'est inspiré de toute une série de stratégies de chasse, par exemple, d'autres espèces, pour l'identification éventuellement de certaines substances actives, pourquoi pas. Et puis, progressivement, avec l'évolution de la connaissance et l'évolution de la compréhension des phénomènes biologiques, eh bien, ça a commencé à se décliner sur d'autres enjeux, des enjeux plus techniques. Donc, on a vraiment eu une espèce de coévolution entre des connaissances et des observations de plus en plus précises du vivant d'une part, et puis par ailleurs, des techniques qui, elles, ont eu la possibilité d'être de plus en plus avancées, et les deux se sont fait écho tout au cours de l'évolution de l'humanité. C'est essentiellement dans les années, plus récemment, dans
l'aube, on va dire, de l'ère industrielle, avec l'aéronautique, bien sûr, qui a fait partie d'un des grands domaines industriels à bénéficier d'inspiration du vivant pour des raisons évidentes. Dans le domaine de l'informatique, plus récemment, hein, dès l'aube de l'éveil de l'informatique, quand on s'est aperçu l'efficacité de l'intelligence collective, notamment de tous les essaims, hein, abeilles, à nouveau, fourmis, on s'est dit, ben, tiens, c'est intéressant de comprendre mathématiquement comment font ces corpus et ces groupes d'agents en intelligence collective pour prendre des décisions aussi complexes et aussi optimisées à partir d'ordres extrêmement simples. Et c'est ce qui a été finalement un des points de nucléation des premiers algorithmes d'optimisation qu'on a pu développer en tant qu'être humain. Et puis après, évidemment, ça s'est énormément complexifié avec aujourd'hui des compréhensions plus fines, des mécanismes neuronaux, des mécanismes cognitifs qui apportent encore de nouveaux éclairages sur l'apprentissage, sur le langage, etc., dont on continue à s'inspirer. Donc voilà, l'aéronautique, l'informatique, et puis progressivement, c'est aussi rentré évidemment dans le domaine médical. J'ai envie de dire, le domaine médical fait du biomimétisme au quotidien. Hein, lorsqu'on développe des médicaments, des principes actifs, on s'intéresse à comprendre comment, dans le vivant, chez l'homme ou chez d'autres espèces, ça fonctionne, et puis comment est-ce que c'est potentiellement transposable dans nos domaines. Voilà. Puis ensuite, ça a décliné dans d'autres secteurs comme la cosmétique, comme l'automobile, etc., au fur et à mesure. Donc, il y a vraiment eu cette progression-là. Mais c'est ce qui a dicté cette évolution-là et cette progression-là, c'est bien, une fois de plus, cet écho entre des sciences du vivant qui progressent énormément, des techniques à la fois d'exploration du vivant qui progressent et des techniques d'imitation du vivant qui progressent également. Et c'est vrai que ce qui est un petit peu frustrant, et je sais que la thématique organisationnelle et comportementale est une thématique extrêmement chère à tous ceux qui s'intéressent au biomimétisme et qui se disent mais finalement on peut aller bien au-delà de la technique, avec cette difficulté énorme que j'ai essayé un petit peu d'esquisser tout à l'heure, c'est que la transposition entre des comportements d'autres espèces et nos propres comportements n'est pas forcément triviale, n'est pas forcément simple. Elle peut être sujette à différentes interprétations. On peut faire toutes les analogies qu'on veut. On a tous les systèmes hiérarchiques et de prise de décision quasiment qui existent dans le vivant. On peut avoir du socialisme dans le vivant, comme on peut avoir du fascisme dans le vivant. Donc, on peut tout observer hein, comme typologie de comportement. Donc, la grande difficulté, c'est quel niveau d'analogie on cherche et pourquoi faire. Et malheureusement, c'est vrai que déjà dans les sciences entre guillemets dures, dont je suis issue, physique, chimie, maths, il y a déjà des silos. Mais alors, les silos qu'il y a entre les sciences humaines et sociales et ces sciences, on va dire, techniques, est encore plus grand. Et c'est vrai qu'il y a d'extrêmes difficultés à pouvoir réaliser ces travaux scientifiques qui permettent de bâtir ces bonnes analogies entre les sciences comportementales et ce qu'on pourrait réellement en tirer comme sciences comportementales, éthologie animale et versus sciences humaines et comportement humain, organisation des systèmes biologiques versus organisation des systèmes humains, modèle économique, modèle entreprise, etc. Il y a heureusement des premières briques de travaux qui existent. Il y a des thèses qui sont menées en France, notamment sur ces sujets-là. Donc c'est passionnant, on sent bien qu'instinctivement il y a des choses fascinantes à faire et malheureusement, et ça c'est un appel que je lance, il y a besoin de mener des travaux rigoureux, académiques, beaucoup plus nombreux que ceux qui sont menés aujourd'hui pour arriver à faire les bons niveaux d'analogie. Sinon ça peut être soit naïf, mais bon, si c'est naïf et que ça va dans le bon sens et que la métaphore va dans le bon sens, tant mieux. Soit au contraire dangereux, parce qu'on va dire, bah, regardez, dans le vivant, il y a des stratégies qui sont, entre guillemets, très loin d'être souhaitables pour l'homme. Hein, il y a des comportements... prédateurs. Je ne vais pas dire de cruauté, c'est pas ça, mais il n'y a pas d'enjeu de cruauté dans le vivant, mais il peut y avoir des comportements potentiellement choquant pour de la prédation, par exemple. La prédation est un comportement qui peut être choquant en tant qu'être humain, mais qui ne l'est pas, entre guillemets, dans le vivant. Donc, c'est des questions extrêmement complexes qui apportent des problématiques aussi culturelles propres à l'homme, sociales propres à l'homme, et donc les ponts analogiques sont difficiles à faire, et on a besoin de travaux scientifiques pour pouvoir étayer tout cela et bien poser les bonnes questions. Surtout. D'autant plus qu'on voit apparaître aussi quelque chose, alors on va faire un pas de côté qui n'est pas scientifique mais qui m'a étonné, c'est que le biomimétisme, en tout cas ce rapport au vivant, s'installe même dans des... Alors, s'est installé hier, il existait dans les mythes, on peut parler d'animisme ou
ou même dans un certain nombre de mythes religieux, mais il s'installe également dans les mythes contemporains. Alors, vraiment, on part sur un autre sujet, mais on va parler de Spider-Man, 2 secondes. Et toute la mythologie, entre guillemets, de Marvel, qui est en train qui explose aujourd'hui. Et si vous creusez, alors je ne sais pas si dans les gens qui nous écoutent, vous avez des enfants, et questionnez vos enfants sur la mythologie Marvel, vous allez vous rendre compte que c'est une religion et qu'ils y voient des choses que vous ne verriez pas. Et beaucoup de ces super-héros ont été créés en s'associant totalement à du vivant. Et donc Spider-Man est étant plus révélateur. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est en train de s'installer dans les mythes contemporains et ça devient hyper sexy. Ça devient quelque chose où tout le monde a envie de. Enfin, il y a toute une nouvelle génération qui s'y intéresse d'autant plus. Je voulais avoir ton retour là-dessus. Est-ce que tu y vois quelque chose de positif pour l'évangélisation du biomimétisme? C'est une question hyper intéressante. Alors, oui, le vivant commence à acquérir un caractère sexy. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que les gens commencent quand même à s'y intéresser de plus en plus. On n'est plus sur cette vision purement utilitariste du vivant dans laquelle on a été d'exploitation et enfin, j'ai envie de le dire, hein, je l'assume, d'esclavagisme aussi du vivant hein, quand on pense notamment à nos relations, notamment alimentaires, à l'élevage. Donc le fait que effectivement il y ait cette nouvelle relation au vivant, qu'elle soit par le ludique, l'imagination, la science-fiction ou par d'autres dans nos sociétés occidentales, c'est à la fois très bien et en même temps c'est toujours un peu des espèces superstars, souvent une vision un peu déformée aussi de la nature et du vivant, et donc je ne sais pas si on reste quand même pas sur ces aspects-là, hein, pour reprendre ton exemple du Marvel, on va rester quand même sur des enjeux qui vont être presque un détournement de l'intérêt de la nature. Enfin, je ne suis pas sûre d'y trouver, moi, quelque chose de positif sur cet aspect-là. Ce que je trouve, moi, plus rassurant actuellement, en tout cas sur notre relation au vivant et cette espèce de rupture et de schizophrénie qu'on a eue vis-à-vis du vivant pendant plusieurs décennies, c'est plutôt cette reconnexion au vivant qui semble être nécessaire à une partie grandissante de la population. Une population qui est de plus en plus urbaine, qui est de plus en plus professionnellement aussi isolée du vivant. Et on sent bien, il y a eu toute une série d'enquêtes qui ont été menées à la fois sur le cadre de ville, à la fois sur l'éducation des enfants, et sur le fait que, en tant qu'espèce vivante, espèce humaine vivant parmi les vivants, on se retrouve un peu tout seul dans un monde un peu stérile. Et qu'on a perdu toute cette relation-là. Donc moi, je crois beaucoup plus à ces aspects du quotidien presque qu'à des aspects culturels pour les sociétés occidentales comme moteur. Hein. C'est ce besoin, en fait, presque viscéral de reconnexion qu'éprouve une partie grandissante de la population. Là, il y a eu une série d'articles avec le confinement, forcément, qui ont démontré à quel point on était en manque pour beaucoup d'entre nous de nature. Pourquoi plein de gens se sont aussi réfugiés en nature pour leur confinement. Et donc, ça, je pense que c'est assez révélateur d'un besoin de se tourner à nouveau vers le vivant d'un point de vue, c'est pas culturel, là cette fois-ci c'est vraiment social, d'interaction. Après, d'un point de vue culturel, bien sûr qu'il y a des cultures qui ont une relation au vivant qui est beaucoup plus ancrée que la nôtre, hein, et je pense à des cultures notamment sud-américaines, qui ont certaines cultures asiatiques qui ont une relation au vivant historique qui a su se maintenir beaucoup plus que la nôtre. Je pense que nous, il y a une déconnexion beaucoup plus franche qui a été franchie. Et on parle, on parle de services écosystémiques, de tourisme naturel, etc. Donc, on est sur du bien-être, on est sur l'utilisation du vivant. Là où c'est vrai qu'il y a des cultures où il y a je dirais pas jusqu'à la sacralisation, mais quand même sur un respect beaucoup plus profond du vivant. Et sans doute aussi parce que ce sont des sociétés qui n'ont pas perdu de vue le vivant et qui ont su continuer à les observer.
à observer les phénomènes naturels, à apprendre à les interpréter et à comprendre les interconnexions et les logiques entre les différentes espèces et qu'est-ce qui régit finalement tout l'équilibre de l'écosystème qui les entoure. Et c'est vrai que nous, nos sociétés occidentales, on est complètement déconnectés de tout ça maintenant. Et donc, il y a ce schisme inhérent à la culture occidentale qui s'est mis en place. Et voilà. Moi, j'ai l'impression, alors peut-être que c'est parce que je baigne dans ce milieu-là aussi, qu'on est on a un point de bascule et que socialement, mais aussi culturellement, on va probablement, j'espère, rebasculer vers une société reconnectée au vivant, avec ce besoin de reconnexion au vivant. Pour illustrer peut-être un petit exemple de retour d'expérience personnelle sur cette reconnexion au vivant, j'ai eu la chance dans mon parcours d'enseigner à la fac à des étudiants de biologie, donc des gens quand même qui avaient un intérêt pour la biologie et qui voulaient faire de la bio. Et donc, on avait à un moment donné un exercice où il fallait qu'ils fassent de la reconnaissance d'insectes dans une boîte. Et vous aviez des punaises, des papillons, enfin, j'ai envie de dire de la biodiversité élémentaire. Et vous aviez certains étudiants qui étaient des étudiants donc, qui voulaient faire de la bio, mais qui probablement n'allaient que très rarement dans la nature, qui étaient en complète incapacité de vous dire, d'identifier ses propres espèces toutes simples, en fait. Donc, on a cet intérêt intellectuel pour la biologie et en même temps une déconnexion complète par rapport au milieu naturel, voilà, par rapport au milieu naturel dans lequel on évolue. Pour autant, c'est en train de changer. Pour autant, le biomimétisme n'a pas une vocation écologique. Alors ça dépend, ça dépend justement du prisme que l'on adopte. Alors nous, on est convaincus que le biomimétisme pris dans son ensemble, en fait, au contraire, est un élément très structurant pour la transition écologique et pour la durabilité. Je ne vais pas rentrer dans le débat sémantique autour du biomimétisme parce que personne n'est d'accord. Même s'il y a une norme internationale qui permettait de définir le biomimétisme, finalement, personne n'arrive dans la pratique à l'appliquer. Disons qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question. C'est soit vous vous intéressez effectivement à la biologie sur une composante d'un système donné purement technique, voilà, et vous dites tiens, je cherche à remplacer cette fonction-là par une autre sur un produit. Soit vous dites donc là effectivement on se dit bon là on voit pas trop forcément quel est le lien avec la durabilité. Mais après, vous vous dites, mais finalement, dans mes procédés de fabrication et dans ma façon de fabriquer mon produit, est-ce que j'aurais pas aussi une façon de m'inspirer du vivant? Comment le vivant fait lui-même pour fabriquer des choses aussi? Est-ce que quelle typologie de molécules il utilise, quelle typologie de solvant il utilise, etc. Donc là, dès qu'on rentre dans les process, on commence à rajouter une brique de contraintes en termes de durabilité si on imite aussi les processus par lesquels le vivant fait. Et puis après, vous montez encore d'une dynamique au-dessus et vous rentrez dans la dynamique des systèmes et vous dites d'accord, mais comment globalement est-ce que mon produit interagit avec tout le reste qui est autour, comme dans un écosystème naturel? Et donc là, normalement, si vous suivez ce parcours-là, vous montez en termes de gradient de durabilité dans votre niveau d'exigence. Donc, on fait du biomimétisme pour la durabilité si on prend bien tous les critères en fait de transposition qu'on peut faire entre le vivant et les systèmes fabriqués ou imaginés par l'homme. Donc, biomimétisme ne veut pas forcément dire, s'inspirer du vivant peut très bien aboutir à des solutions durables, mais tout dépend quel est le cahier des charges du vivant qu'on copie. Et si on prend le cahier des charges de toutes les espèces biologiques sur Terre, et donc de la façon dont elles croissent, dans la façon dont elles se développent, dans la façon dont elles interagissent avec d'autres espèces, ce cahier des charges-là, c'est un cahier des charges entièrement convergent avec les grandes orientations du développement durable et les grandes stratégies nationales ou internationales en termes de transition écologique. Donc tout dépend si on prend juste, tiens, on va imiter cette fonction-là qu'on a vue chez une espèce, et donc la propriété de cette surface-là pour imiter par exemple la patte du gecko, on en a parlé tout à l'heure dans l'intro, la patte du gecko qui colle ou la soie d'araignée pour repenser à Spider-Man, ou alors on se dit non, on va prendre tout le cahier des charges. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le cahier des charges en fait. C'est vraiment de prendre la totale, le package complet du biomimétisme. Donc, quand ils ont inventé le nez du TGV Shinkansen, c'était plus pour améliorer la dynamique, mais donc le cahier des charges c'était plus pour améliorer la dynamique, mais du coup ça a aussi eu un impact écologique. Tout à fait, ça a aussi un co-bénéfice, c'est que la friction, donc
je redonne quand même l'exemple du Shinkansen, même si pour moi, j'en peux plus de cet exemple. Parce que on peut aller sur autre chose. C'est l'exemple. Non, mais au moins, il est parlant. Il est parlant. Donc, effectivement, il y a cet exemple un petit peu emblématique parce que ça permet à tout le monde de comprendre. Donc, ce TGV japonais qui a été qui donc circule à grande vitesse dans des zones montagneuses et donc doit franchir des tunnels. Et donc, qui dit objet à grande vitesse dans un tunnel, dit à un moment donné une compression en fait de l'air. Vous voyez bien quand vous êtes dans un métro et vous avez un métro qui arrive, vous avez vous avez le vent qui arrive avant le métro. Et donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que ça fait comme un bouchon. Et ce bouchon que crée finalement le TGV génère à la fois des vibrations, des frottements qui augmentent la consommation d'énergie, augmentent les vibrations. Et il se trouve que par chance, quand ils ont décidé de remédier à cela par le reprofilage du train, il y avait parmi les ingénieurs un ornithologue, donc un passionné d'oiseaux, et qui s'est dit finalement, la problématique qu'on a, le contexte dans lequel on est, technique, est assez proche finalement de la problématique que doit résoudre un martin-pêcheur, donc ce magnifique oiseau multicolore qu'on voit régulièrement sur nos rivières et qui donc plonge pour pêcher et attraper son poisson, et dont le bec, en fait, au cours de l'évolution, a été sélectionné pour être avec un très bon profil pour pouvoir rentrer sans turbulence dans l'eau. Et donc, c'est l'histoire du martin-pêcheur et du TGV, comment optimiser le profil du train, et en faisant cette imitation-là, ils ont permis de réduire la consommation énergétique et les vibrations et résoudre ainsi leurs problèmes techniques. Voilà. Mais donc c'est vrai qu'on a d'abord c'était un problème vibratoire, mais voilà, comme les phénomènes sont liés, il y a eu aussi un gain énergétique par rapport à cette approche-là. Dans l'aviation, pour peut-être sur un autre exemple ou un autre thème, on retrouve en fait cette inspiration qui aurait permis à la fois de résoudre un cahier des charges complexe entre des performances et puis un impact écologique plus réduit. Alors, oui. Alors, je veux dire oui, si on prend le tout petit bout de la lorgnette, oui. À savoir, voilà, il y a eu des exemples à la fois dans l'allègement des matériaux. Il y a un énorme problème. Enfin, plus vous êtes léger, moins vous consommez d'énergie quand vous volez. Donc, il y a des initiatives tout simplement d'optimisation de la structure interne des avions par le biométisme, en s'inspirant par exemple des structures osseuses d'oiseaux qui sont extrêmement poreuses et pourtant mécaniquement efficaces. Et donc, il y a eu des collaborations qui ont été menées entre des modélisateurs de structures et l'aviation autour justement des structures biologiques pour pouvoir alléger le poids des avions. Il y a aussi des reprofilage d'ailes. Il y a ces courbures, les winglets que vous voyez au bout des avions, au bout des ailes d'avion, maintenant, qui sont quasiment sur tous les avions. À l'époque, il n'y en avait pas. Sont inspirés des plumes de certains grands rapaces qui se courbent pour pouvoir optimiser le vol. Et donc, cette innovation relativement simple de déformation tout simplement d'ailes aux extrémités, ces courbures que vous avez aux extrémités, permet de gagner quelques pourcents déjà de carburant en termes d'efficacité. Vous avez des propriétés anti-givre qui permettent aussi, pareil, de réduire certains impacts de friction. Donc, tout ça vise effectivement à faire baisser l'énergie. Après, voilà, moi, vu l'explosion du trafic aérien, je me pose la question de réellement, en termes d'ordre de grandeur, de ce que le biométisme apporterait. Si on voulait faire du biométisme, on apprendrait peut-être à se déplacer moins et moins loin. Voilà. et en prenant un peu plus de temps éventuellement. Voilà, si vous voulez vraiment faire du biométisme jusqu'au bout. Mais là, je suis un peu provocatrice. J'ai une question de Pierre Johnson qui est un peu longue, mais intéressante. Je vais vous la poser. Bonjour Pierre. Donc le biomimétisme semble une bonne première approche pour comprendre les écosystèmes et la logique du vivant, mais est-il une approche du progrès? En effet, en insistant sur l'application technique de cette compréhension, il peut rencontrer des limites qui sont celles de continuer vers les mêmes objectifs sociaux, mais avec des moyens un peu moins impactants et plus efficaces. L'exemple du TGV japonais, dont on a parlé, ou pire, celui des avions furtifs, sont révélateurs du caractère questionnable de l'utilité sociale du biomimétisme.
Alors, je suis bien d'accord et c'est un peu ma conclusion que je viens de faire. Je pense que la question était antérieure à ma conclusion Oui. sur l'aéronautique. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut bien se poser la question de départ. Et voilà, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je vous disais que s'intéresser aux aspects techniques sur l'aviation, c'est regarder le problème du transport par le tout petit bout de la lorgnette. Et la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est doit-on collectivement se transporter aussi de façon aussi massive que nous le faisons aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément ce qu'on observe chez la très très grande majorité des espèces. Donc moi je pense que ça pose une question. Alors à ma connaissance, je voulais essayer de voir s'il n'y avait pas des études qui avaient été faites pour essayer d'estimer par rapport à la taille relative de chaque espèce, quelle était en moyenne la distance parcourue par rapport à sa propre taille. Mais je serais intéressée de voir s'il y a eu des études qui ont été faites en biologie pour essayer d'estimer ça, hein, parce qu'il y a quelques espèces évidemment qui migrent, mais ce n'est pas forcément le cas de la grande majorité, la majorité des espèces. Ce serait intéressant de voir en termes de dynamique comment ça se passe. Un autre domaine où, pareil, est-ce que les questions sont réellement bien posées dans le domaine de la construction? Il y a des initiatives de biométisme pour optimiser la performance énergétique des bâtiments, aussi et carbone des bâtiments en limitant la quantité de béton, en la réduisant même très, très fortement, en allégeant les structures, en ayant des enveloppes de plus en plus performantes de bâtiments. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit observer aussi en termes de biométisme appliqué à l'architecture. Mais une fois de plus, est-ce que la question de départ est bien posée? Combien d'espèces? Pareil, si on fait un ratio de notre propre taille versus les volumes utiles que chacun d'entre nous utilise entre son domicile, son travail. Enfin, en ce moment, c'est peut-être un peu moins, mais son domicile, son travail, les infrastructures de ce transport, enfin tout ce que justement on construit pour pouvoir avoir toute cette dynamique économique que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas une seule espèce qui bâtit pour elle seule et par individu de tel volume, en fait. Donc ça pose la question plus largement de est-ce que vraiment, certes, il faut améliorer la performance énergétique des bâtiments et la façon dont on construit, mais est-ce que finalement, on aurait besoin de construire autant, hein, déjà? En fait, Et puis on peut se poser cette question-là dans à peu près tout. Un autre domaine, pardon, juste parce que c'est un autre. oui. On a parlé de se déplacer, là on a parlé de s'abriter, il y a l'autre aspect qui est l'aspect de se nourrir. Voilà, quand on essaye aujourd'hui de développer des stratégies pour améliorer, même biomimétiques, pour aller améliorer éventuellement la culture intensive, c'est pareil, c'est une question potentiellement, une réponse pertinente, mais à une question qui est mal posée au départ. Et que finalement, il n'y a rien qui ressemble moins à un écosystème naturel aujourd'hui qu'un champ de culture. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes où vous avez à perte de vue une seule et même espèce naturellement. Hein. Donc heureusement qu'aujourd'hui on redécouvre aussi, on remet en question le modèle initial et on se dit peut-être qu'il faudrait cultiver différemment ou cultiver autre chose que ce qu'on cultive aujourd'hui, parce que finalement c'est l'emballement dans une certaine typologie de modèle. Dans l'agriculture, il y a aujourd'hui des gens qui réfléchissent à faire, je caricature, hein, c'est très grossier, mais de se dire finalement il y a des problèmes de pollinisateurs, donc on va faire des robots pollinisateurs, on va faire des abeilles artificielles pour polliniser. Et donc, c'est dur inspiré, hein, c'est sûr. Mais la question de départ est quand même sacrément mal posée, parce que le problème, c'est pas le problème initial, c'est d'arriver à lutter contre le déclin des pollinisateurs, et donc c'est remettre en question tout le modèle agricole qui a été développé. Donc quand je reviens sur cette question du cahier des charges, en fait, et du cahier des charges et de Janine Bénus, hein, qui une de celles qui a conceptualisé l'apport que pouvait avoir la bioinspiration pour la transition écologique. Elle a listé, alors j'aime pas trop cette terminologie-là parce qu'elle est un peu sacralisatrice, et, voilà, mais de principe du vivant, mais bon, on est entre nous, vous comprenez où je veux en venir. Donc il y a ce cahier des charges et puis ces grands principes de fonctionnement auxquels répond le vivant, hein, que je vous invite à parcourir. Il y en a une dizaine. C'est s'approvisionner localement, c'est ne pas souiller le nid, c'est être locally attuned, c'est-à-dire être le plus adaptable localement parlant. Donc, si vous listez un peu tous ces grands principes-là qui régissent le fonctionnement de la plupart des écosystèmes et des systèmes naturels,
eh bien, effectivement, là, vous vous dites, là, on atteint une dimension du biomimétisme pour la transition écologique qui est radicalement différente et tellement plus intéressante qu'un volet purement technique. Après, le volet technique, il est intéressant parce qu'il faut bien l'avancer et il faut bien faire des petits pas pour, à un moment donné, arriver à en franchir des plus grands. Donc, si on vous dit, on va révolutionner l'ensemble de la société par le biomimétisme demain, non, ça ne va pas être possible. Donc, il va falloir y aller progressivement. Par contre, c'est bien d'avoir comme objectif lointain et comme vision cette idée du vivant comme nouvelle référence de développement. Et puis ensuite, ça va sans doute se faire par étapes successives et par des paliers techniques. Et pourquoi pas ? Enfin, je ne suis pas anti-technique du tout. Au contraire, mais c'est la technique pour répondre à une question qui est bien posée au départ. Et je ne suis pas forcément sûre que dans tous les cas, ça le soit. C'est très intéressant de voir cette séparation en fait entre la réponse technique et puis les grands fondamentaux. Nabil de redemande, est-ce que vous pouvez renommer la personne Voilà, citée? je viens de lui écrire. D'accord, vous l'avez dans les commentaires. Et puis une dernière question avant de passer sur la partie innovation, entreprise et comment est-ce que on pourrait, d'où vient en fait cette déconnexion de la nature avec la nature et comment est-ce qu'on pourrait recréer cette connexion avec la nature? C'est un peu en lien avec les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, c'est mystique presque. Mais comment est-ce que la culture occidentale pourrait se rapprocher de cette observation et de ce lien avec le vivant? J'ai envie de donner une réponse qui est une réponse… Alors, le pourquoi, l'historique, alors refaire l'histoire, faudrait… je pense qu'il y a des écrits entiers là-dessus, mais que je ne maîtrise pas forcément sur… comment retracer cette déconnexion progressive de nos sociétés occidentales avec le vivant. Je pense que c'est extrêmement lié avec l'industrialisation, le changement des modes de vie, l'urbanisation, etc., qui progressivement nous en a extrait. Et puis, je vous dis, je vais vous faire une réponse triviale, mais pour moi, elle est fondamentale. C'est l'éducation. C'est l'éducation. Enfin, rétrospectivement, ma propre éducation, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient passionnés de sciences naturelles et qui m'ont transmis en fait cet amour pour les sciences naturelles et qui m'ont toujours éveillé le regard aux sciences naturelles extérieures, et donc j'ai toujours eu une attention particulière pour la biologie et pour les sciences en général, mais la biologie en particulier. Et puis moi je regarde mes enfants aujourd'hui qui ont 7 et 9 ans. Il y a très 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 peu de cours finalement dans ce qu'on leur apprend sur l'éveil au vivant. Il y a finalement relativement peu de sorties en milieu naturel, et donc je pense que on souffre encore. Alors nous on essaye de compenser évidemment par ailleurs, mais je pense que ce lien à la nature, non seulement ce lien physique à la nature, mais aussi cette curiosité, l'éveil à la curiosité du vivant, parce que c'est surtout ça qui nous manque aussi, c'est la curiosité du vivant. C'est pas juste un décor dans lequel on se déplace sans attention. Cette curiosité pour le vivant, elle doit être cultivée. Je dis pas provoquée, parce que je pense qu'un enfant a naturellement une curiosité pour le vivant et naturellement un intérêt pour le vivant, mais c'est des choses je pense qu'on tend à perdre plus tard. Donc, il faut cultiver ça et le garder le plus longtemps possible. Je ne sais pas quelle est la formation finalement. Merci d'avoir remis les principes je vois dans le chat les principes du vivant. Vous verrez et un conseil, et une question intéressante dans la lignée, c'est le conseil pour les enfants. Les conseils pratiques pour reconnecter nos enfants au vivant. Les emmener le plus souvent possible dans la nature. Il y a toute une série d'associations absolument géniales d'experts naturalistes, etc., sur différentes typologies d'organismes. Vous avez évidemment des experts de champignons, des experts de chauves-souris, des experts d'insectes, des experts de plantes. Et alors, à titre personnel, effectivement, au-delà des propres ressources à titre familial qu'on peut éventuellement partager avec nos enfants, des ouvrages, etc., on apprécie beaucoup d'aller à la rencontre de ces associations-là qui font des sorties tout simplement nature, extrêmement bien faites et qui permettent de pouvoir reconnecter nos enfants à tout cela. Et donc, et après, au-delà des enfants, quand on grandit, alors je pense que
c'est encore plus vrai malheureusement pour toutes justement les parcours en sciences humaines et sociales, mais que je ne connais pas bien, mais bon, je ne sais pas jusqu'à quand dans les parcours, on va dire typiques de sciences humaines et sociales, on garde de la biologie, mais je ne suis pas sûre qu'on en garde très longtemps. Et dans les parcours techniques tels que ceux que j'ai moi suivis, hein, moi je suis ingénieure physico-chimiste et j'ai aussi fait une thèse de biologie. C'est vrai que les cours de biologie, potentiellement, on en fait jusqu'en terminale. Et après, c'est vraiment, faut faire un choix entre des cursus de bio. Et si on décide de pas forcément faire un cursus de bio pur, continuer à faire de la bio sans suivre un cursus de bio, il n'y a pas tant de cursus de formation qui le permettent. Donc, remettre de la biologie le plus longtemps possible dans les cursus et le plus tard possible me paraît être aussi absolument fondamental. Sinon, après, effectivement, vous vous retrouvez dans des industries automobiles, aéronautiques. Vous n'avez jamais de biologistes, ce n'est pas du tout des gens qui ont des bases de biologie. Donc, comment vous voulez faire du biométisme et comment vous voulez créer cette reconnexion si votre vie quotidienne ne vous le permet pas d'une part, et d'autre part, si vous n'avez pas les supports de base fondamentales de connaissances qui vous permettent d'avoir le réflexe de dire à un moment donné, tiens, mais comment fait le vivant pour résoudre les problématiques que je veux faire? Il y a des domaines industriels comme la médecine ou comme les cosmétiques où là, on a quand même beaucoup plus de biologistes, c'est quand même beaucoup plus de gens qui ont l'habitude de travailler aux interfaces et où donc là, on a quand même plus de facilité à créer ces liens-là et à développer des projets dans ces entreprises-là. Et je vous dis, quand vous prenez des grandes entreprises qui n'ont rien à voir avec la biologie, et bien là, on comprend bien toute la difficulté de pouvoir créer ça. Donc, d'où l'importance de travailler sur la formation, à la fois l'enseignement supérieur, et aussi sur la sensibilisation et la formation des plus jeunes âge pour bien cultiver ce goût et cette curiosité pour la nature. Et je crois qu'il y a des parcours maintenant universitaires sur le biomimétisme qui ont été créés depuis pas très longtemps. Pardon? J'ai pas bien, des parcours universitaires sur le biomimétisme qui ont été lancés. À Montpellier, je crois, dans le sud. Tout à fait. Alors, effectivement, nous, on travaille maintenant avec une quarantaine, maintenant, quasiment, d'établissements supérieurs, à la fois écoles d'ingénieurs, universités, écoles diverses, qui aujourd'hui commencent à intégrer des parcours plus ou moins ambitieux dans le domaine du biométisme. Ça peut aller de quelques modules introductifs à des semaines entières, voire à des masters entiers. Et l'année 2020 est une grande année puisque en France, 2 masters ont été créés cette année dans le domaine du biométisme, un master Nature Inspired Design à l'école de design industriel de l'Annecy Les Ateliers, et puis un master dédié aux matériaux bio-inspirés à l'université de Pau qui va être lancé à partir de la rentrée à l'automne, si tout va bien, on espère. Et par ailleurs, donc je vois des questions dans le fil. Effectivement, il y a plusieurs formations en Europe proposées, alors beaucoup en Allemagne, parce que l'Allemagne, ça va faire 20 ans qu'ils s'investissent dans le domaine du biomimétisme. Aux Pays-Bas, effectivement, également. En Autriche, il y a encore quelques cursus. Et vous pouvez retrouver la liste de tous ces établissements, en fait, si vous allez dans notre... mais complètement. Mais vous allez sur la page, mais on sert à ça fait partie de nos missions de pouvoir vous donner... des informations et de pouvoir agréger toutes ces infos. Nous avons fait un répertoire en fait de toutes les formations d'enseignement supérieur disponibles notamment sur l'Europe. Donc, si vous allez sur nos ressources documentation, vous allez retrouver le rapport. Il y a un onglet formation et puis par ailleurs il y a un onglet documentation sur lequel vous allez retrouver un rapport sur les formations qui est en train d'être mis à jour. Et puis je vous invite aussi, on a fait une séance mardi justement de webinaire spécifique sur la question de la formation au biométisme et des cursus disponibles, et on fera une session de rattrapage. Pareil, je vous invite à regarder le programme de nos webinaires. Il y a une session de rattrapage pour ceux que ça intéresse spécifiquement sur la question de l'enseignement supérieur. Voilà. Et il y a une autre intervention ce soir sur Make Sense. Tout à fait. Tout à fait, pour susciter l'engagement des jeunes. Pour susciter l'engagement des jeunes, on a effectivement entamé avec Make Sense et aussi avec New Corp, qui est le fondateur de Biomime Expo. Donc ça aussi, si le biométisme vous intéresse, il y a un rendez-vous à pas manquer dans l'année, c'est Biomime Expo, qui est le Rassemblement national des acteurs du biométisme, qui aura lieu le 20 et 21 octobre à la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc, avec l'organisateur de Biomime Expo, Alain Renaudin, New Corp et Make Sense, on a le grand plaisir de lancer le Tour de France du biométisme pour l'entrepreneuriat à impact en faisant appel au biométisme. Donc, Make Sense, comme certains d'entre vous, je pense, le savent, travaille sur
effectivement comment stimuler l'entrepreneuriat à impact, et ensuite on trouvera chercher d'abord l'impact et ensuite le modèle économique qui le soutient. Donc on partage pas mal aussi cette philosophie, et donc on lance ce Tour de France du biomimétisme à impact pour stimuler l'entrepreneuriat et la mobilisation des jeunes notamment, pour se lancer dans le biométisme et proposer des projets révolutionnaires et souhaitables par le biométisme. Très belle transition sur la dernière partie de cet échange, où là, on va rentrer plutôt sur le monde des startups, de la recherche et développement, de l'innovation et des entreprises. Donc, ma première question, c'est, aujourd'hui, vous avez chez Sybios un certain nombre de grandes entreprises qui vous sont fidèles. Est-ce que ces entreprises-là ont structuré une R&D associée au biomimétisme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des biologistes chez eux? Alors, c'est en train d'arriver. Et si vous regardez, je voulais faire justement une espèce de petit trombinoscope. Il commence à y avoir un certain nombre d'acteurs qui ont un intitulé de poste, qui mettent en place un responsable biométisme au sein de l'entreprise. Et donc, je crois que je l'ai vu se connecter tout à l'heure. Il y a, par exemple, chez Pierre Fabre, quelqu'un qui est en charge du biométisme. Chez L'Oréal, il y a quelqu'un qui est en charge du biométisme. Chez Decathlon, il y a quelqu'un qui est en charge du biométisme maintenant. Dans le secteur de la construction, chez Elan, vous en avez. Chez Johnson & Johnson également. Donc, on voit comme ça des entreprises qui commencent à mettre des référents en interne, et des entreprises qui commencent effectivement à intégrer le biométisme, non pas juste de façon singulière sur un projet, tiens, on va tester pour voir, non, qui prennent conscience que pour se donner réellement la chance d'explorer le potentiel réel du biométisme, c'est pas sur un projet qu'on fera la démonstration, il faut tester sur plusieurs projets. Et donc, il faut se mettre en mode de management de l'innovation par le biomimétisme, et donc créer finalement des espèces de labs internes méthodologique où on va faire passer plusieurs projets, plusieurs problématiques de l'entreprise, et voir quelles sont les solutions qu'apporte le biométisme. Et parmi ces tests-là, toutes ces choses qu'on va expérimenter, on se dit qu'il y en a bien 2, 3 qui vont sortir. C'est vraiment comme la dynamique des startups, il faut en lancer plein pour qu'il y en ait quelques-unes qui survivent. Dans l'approche du biométisme, ça va être un peu pareil. C'est vrai que quand des fois vous avez une entreprise qui vient vous chercher, qui veut dire voilà, moi je veux faire la démonstration du biométisme sur ce cas-là et que sur celui-là, ça peut avoir de la chance et marcher, ça peut ne pas marcher aussi pour des raisons qui sont totalement indépendantes de l'opportunité réelle que peut représenter le biométisme. Donc il faut arriver à déceler les bons projets, donc les bonnes problématiques, et donc ça c'est pas mal de travail aussi de sélection des bons projets, et puis ensuite se donner la possibilité de le tester éventuellement sur plusieurs cas, et surtout l'intégrer dans sa méthodologie et dans ses propres réflexes. Donc, par exemple, je peux en parler parce que L'Oréal l'a fait, ils en ont parlé eux-mêmes. L'Oréal a créé son entité qui s'appelle Biomime Réflexe, et donc avec vraiment comme objectif de dire nous on crée une cellule, une entité en interne, où on va faire rentrer la méthodologie et le biométisme dans nos stratégies de R&D de façon presque structurelle dans notre R&D, et pas juste de façon marginale. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. On engage des dynamiques analogues avec RTE, Réseau de transport en électricité. Il y avait quelques autres que je ne peux pas encore forcément citer. Donc on a démarré avec beaucoup de ces entreprises-là par un premier projet pour illustrer la méthodologie. Et ensuite, maintenant, ça prend. Et donc, il y a cette volonté de l'ancrer vraiment dans la stratégie plus générale de la R&D. Donc ça, c'est la méthode. Pardon, désolé de te couper dessus, mais si je suis par exemple une start-up, si je ne fais pas partie de ces grands comptes, comment est-ce que moi, je m'intéresse et je peux trouver des potentiels d'investissement, de business, de marché sur ce sujet du biomimétisme? Alors, il y a plusieurs questions en fait dans ta question, parce que soit je suis une start-up du biomimétisme, donc c'est-à-dire que mon projet, c'est un projet de biomimétisme, et donc là, effectivement, ça c'est le réseau et c'est de la maturation de start-up. Voilà, si l'idée est bonne, elle maturera, et donc on a de superbes startups qui sont sorties du biométisme en France, pour en citer quelques-unes. Il y a M2I Life Science, il y a Titium, il y a Prophecy, qui sont des très jolies startups issues du biométisme dans différents domaines, de la lutte contre les ravageurs de récolte, par exemple, en utilisant les phéromones. Ça, c'est M2I Life Science. Prophecy, là, on est plutôt sur des systèmes en fait de
d'analyse de la donnée visuelle extrêmement optimisée, inspirée de l'œil humain, qui permet de réduire de façon drastique la quantité, en fait, on va dire la quantité d'énergie et la quantité de données liées à ce traitement, et donc il permet de diminuer la consommation en fait des serveurs, ou en tout cas des appareils liés à l'assimilation et à l'analyse des données visuelles. Donc ça, c'est une startup qui a très bien marché. Tissium, c'est dans le domaine de la santé. Donc ça, voilà. Donc il y a comment aider, accompagner effectivement demain des startups, et donc comment se doter d'un réseau d'accompagnement de startups. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on espère pouvoir faire à l'issue de cette session de tour du biomimétisme. L'idée, c'est de faire. En fait, ce qui manque, c'est surtout un vivier de startups de départ, et de créer en fait la génération de startups dans le domaine du biomimétisme. On n'a pas assez de gens qui aujourd'hui créent par l'angle du biomimétisme. Donc il y a cet aspect il y de a les fonds. comment. Il y a les fonds. Est-ce que les fonds actuels sont réceptifs à ces sujets-là? Les fonds d'investissement? Oui. Alors, de plus en plus, j'ai envie de dire que pendant assez longtemps, ils ont eu la posture de dire bon, bah, moi, que ce soit bien inspiré, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que ça marche. Ou pourquoi pas, à la rigueur. Mais de plus en plus, ils se disent ah, mais oui, mais en fait, finalement, cette approche bien inspirée, clairement, elle a une plus-value. Donc oui, on commence à avoir un certain nombre de fonds qui s'intéressent de plus en plus à ce sujet-là, et on espère que ça pourra faire partie des choses qu'on pourra déployer à l'issue, notamment à l'issue du tour. Après, donc ça, c'est une première façon de répondre à ta question sur voilà, je suis une start-up qui a envie de faire du biométisme, comment je fais pour grandir. Et on a des très belles success stories, donc comme quoi c'est possible. Et après, par contre, si je suis une toute petite entreprise et que je veux changer mes process et je me dis tiens, je vais m'approprier le biométisme, alors là, clairement, pour l'instant, c'est un petit peu plus compliqué, parce que forcément, le biométisme nécessite de la recherche, nécessite des moyens. Et c'est vrai que pour l'instant, le biométisme est plutôt accessible à des ETI et à des grands groupes industriels plus que des PME, mais on est en train de travailler sur justement de la mutualisation de moyens, sur l'obtention de programmes qui permet l'accompagnement aussi des plus petits. Même si ce n'est pas le plus simple. Je crois aussi beaucoup à toutes les PME qui sont aussi fournisseurs de plus gros. Si les plus gros commencent à changer aussi leurs habitudes et jouent le jeu de travailler avec leurs fournisseurs, on peut aussi, toutes ces PME-là qui sont fournisseurs de plus gros, travailler de concert avec eux. Et donc, on va dire la co-expérimentation et le cofinancement viendront de leurs clients finaux, plus que d'une ressource extérieure. Donc, on est en train de travailler justement sur toute cette articulation-là et tous ces modèles-là pour essayer de voir comment tous les segments de l'économie pourraient aussi bénéficier de cette approche bio-inspirée, quelle que soit leur taille en fait et leurs moyens. Voilà, comment est-ce qu'on peut arriver à le mettre en œuvre. Et c'est des sujets qui sont soutenus de manière européenne et qui sont imaginés de manière européenne, ou c'est franco-français? Alors, l'énorme difficulté du biométisme, c'est qu'on touche à toutes les disciplines et à tous les secteurs industriels, et que la plupart des grands programmes, qui soient de financement, qu'ils soient nationaux ou internationaux, sont souvent soit par catégorie d'impact, soit par discipline technique, soit par grand secteur applicatif. Et donc, comme nous, on vient complètement en transversal, c'est pas forcément facile de trouver les appels à projets dans lesquels on peut rentrer. Néanmoins, on est en train d'essayer de monter des programmes européens, en tout cas de mise en réseau de structures analogues au CBIOS, parce qu'il y en a quelques-unes d'autres chefs de réseau et centres d'études et d'expertise dans d'autres pays. Et donc, l'objectif, il est de pouvoir réfléchir ensemble à une stratégie commune. Et donc, il y a effectivement au niveau européen des programmes stratégiques qui ne sont pas des programmes d'accompagnement de la R&D, mais qui sont des programmes stratégiques qui, eux, doivent aboutir à la rédaction de feuilles de route pour la R&D. Mais voilà, il nous faut cette étape-là intermédiaire stratégique avant d'arriver à avoir des programmes de pilotage réellement de R&D. Cela dit, sur certaines disciplines comme l'énergie, je n'ai pas cité cet exemple jusqu'à présent, mais tout ce qui est photosynthèse artificielle, et donc imiter l'exploitation de l'énergie solaire ou de la séquestration du carbone opérée par les végétaux, fait partie de stratégies en nette progression, en net développement depuis quelques années. Et donc, il y a des gros programmes européens sur la photosynthèse artificielle, donc qui est du biométisme appliqué à l'énergie et à la photosynthèse. Mais voilà, on va avoir des grands programmes sur la photosynthèse, des programmes sur certaines typologies de matériaux, mais vous n'avez pas un gros programme transversal sur développer le biomimétisme à l'échelle européenne, pas encore, mais on aimerait bien, on y travaille.
Et question de Gaël, comment peut-on suivre l'évolution de ces programmes de photosynthèse? Est-ce qu'on doit se Alors, rapprocher de Sybios? Parce que vous pouvez je tout vais à fait. compléter la question. Voilà, je suis une start-up, je me rapproche également de Sybios si Alors, nous, notre je rôle, m'intéresse. peut-être pour repréciser du coup en quelques, parce qu'il reste quelques minutes seulement, le rôle du CBIOS, je vais nous présenter, puis comme ça permettra de répondre aussi à cette question-là. Donc, CBIOS, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est association la 1901, à but non lucratif. On a été cofondé par des acteurs publics, des pôles de compétitivité. On a été également cofondé par Gilles Boeuf, dont on parlait tout à l'heure. Gilles Boeuf a été membre fondateur et le premier président du CBIOS. Donc toute une série d'acteurs publics d'abord, et puis ensuite le privé nous a progressivement rejoints. Et donc notre première mission a été et continue d'être de fédérer les acteurs, donc de cartographier qui fait quoi ou comment. Comment est structuré finalement le réseau du biométisme en France, où sont les experts sur les différents domaines, comment ces experts-là eux-mêmes se sont organisés pour pouvoir effectivement travailler. Donc là, par exemple, sur la photosynthèse, vous avez des groupements de recherche sur la photosynthèse en France, sur la photosynthèse artificielle, qui, eux, suivent de façon quasi quotidienne, évidemment, les progrès de la recherche scientifique dans le domaine. Donc ça, on pourra vous donner éventuellement les contacts et les références de ces personnes sur la photosynthèse. Donc notre première mission, c'est cartographier, fédérer, animer ces acteurs-là, donc faire en sorte que ces acteurs-là ne restent pas chacun dans leur coin, mais se parlent bien, et puissent faire émerger des projets communs. Donc, on a mis en place des groupes de travail par grande thématique ou par filière industrielle. Ensuite, on a tout un volet accompagnement type bureau d'études et d'expertise. Donc, les entreprises viennent nous voir en nous disant, voilà, on a une problématique, on veut faire du biométisme sur telle et telle fonction, on veut développer une méthodologie de biométisme en interne chez nous, comment on fait? Donc, nous, on a développé cette expertise-là sur les dernières années. On est une équipe d'une 13 personnes maintenant. On est tous plutôt à la fois cursus soit scientifique, soit design, architecture. On est une équipe très, très pluridisciplinaire pour l'accompagnement des projets. Ensuite, on a un volet accompagnement de l'enseignement supérieur et de la formation. Donc, En 10 secondes, Kalina, il y a une dernière question que je voudrais te poser à la fin. Ingénierie pédagogique et puis ensuite développement de l'ensemble des outils. Donc, bref, on est à l'interface entre l'industrie, la recherche fondamentale, académique et les institutions, les régions, les ministères, etc. J'avais deux questions en fait. L'avant-dernière, est-ce que c'est une question de Marilyn Labasque? Est-ce que en fait, il est possible de stimuler aussi la bio-inspiration au sein des institutions publiques? Est-ce que c'est un sujet qui les intéresse aujourd'hui? Vraiment en 30 secondes, 40 secondes. Alors, le biométisme, je ne suis pas sûre d'avoir forcément bien compris la question. Est-ce que c'est le biométisme comme outil pour eux ou bio-inspiration. Bioinspiration comme un sujet que les ministères et les institutions vont porter. Oui. Alors oui, ça évolue grandement. Le ministère de l'écologie, le ministère qui s'est saisi de longue date du biomimétisme avec plusieurs rapports, en particulier le CGDD, le Commissariat général au développement durable. Donc vous pourrez trouver sur notre site web les rapports du CGDD là-dessus. Le ministère de la Recherche et en particulier le CNRS ont inscrit le biométisme à leur contrat d'objectifs et de performance sur les 5 prochaines années. Donc ça, pareil, vous pouvez le retrouver. Le ministère de l'Agriculture indirectement sous tout l'angle, on va dire, de la bioéconomie et de l'agroforesterie et des systèmes agricoles alternatifs. Ça commence à monter au niveau du ministère de l'économie également, qui commence à s'intéresser de plus en plus au potentiel d'innovation dans tout le programme Deep Tech, par exemple. Nous, on est convaincus que le ministère des Outre-mer aurait grandement à bénéficier aussi du biométisme, puisque l'Outre-mer français représente 10% de la biodiversité mondiale quand même. Donc voilà, les institutions, ça monte en puissance, on y travaille. Et une dernière question qui est aussi large que la réponse doit être courte. Et demain, est-ce qu'il y a quelque chose une information qui nous permet vraiment de penser que le futur il sera biomimétique ou inspiré du biomimétisme? Alors, je réfléchis à voix haute en même temps. Alors, je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'on n'aura pas le choix à développer des nouvelles références et je pense que le vivant est on ne prend pas de risque à prendre le vivant comme référence de développement. Je veux dire, si on fonctionne dans l'échiquier et le cahier des charges du vivant, il y a quand même moins de risques de partir dans la mauvaise direction comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, c'est revenir dans le chemin du vivant.
C'est une nécessité absolue. On a besoin de cette référence, on a besoin de nouveaux indicateurs. Il y a d'une part, je pense, ce changement de paradigme qu'attendent les nouvelles générations. Enfin, je veux dire, je pense pas en faire juste une interprétation personnelle. Je pense que voilà, l'ensemble des voix des jeunes qui se sont élevés sur les derniers mois, les dernières années prouvent qu'il y a un besoin d'autre chose. Et je pense que cette reconnexion à l'environnement et en particulier à la biodiversité est un signal très fort et très encourageant pour le biométisme, d'une part, et que le biométisme, par ailleurs, permet de nourrir et de réconcilier en fait un peu toutes ces aspirations-là. Donc, pour moi, cet appel lancé par la génération nouvelle est probablement parmi les signaux les plus encourageants pour le développement du biométisme. Merci Kalina. La semaine prochaine, on se retrouve le 21 mai. Alors, il est possible que la date change, ce sera le 21 mai ou le 22 mai, mais a priori aujourd'hui, c'est le 21 mai avec Emmanuel Perrier-Bardou qui a créé Under the Pole. Et le thème, ce sera comment est-ce qu'on mobilise des équipes sur des expériences absolument extraordinaires, puisque Under the Pole fait des expéditions sous l'Arctique et l'Antarctique, sous les pôles, avec un certain nombre d'expéditions scientifiques et exploratrices. Donc, on vous invite à nous rejoindre, ça va être fantastique. Merci infiniment, Kalina. Merci à vous, merci à vous tous. C'était passionnant. Et puis, je vous invite, si vous en voulez un peu plus, donc je vous invite à regarder sur Make Sense TV, puisqu'il y a une autre intervention qui va avoir lieu un peu plus tard dans l'après-midi. Autour du Tour de France. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Merci, au revoir.